Apprendre le design thinking et gagner du temps, c'est parti! Pendant cette conférence, on va voir comment, en tant qu'entrepreneur ou même dans nos entreprises, on peut simplement utiliser cette méthode et qu'il ne faut pas forcément beaucoup de ressources pour la mettre en place. Voilà ce que je vous propose. On va commencer par comprendre que le design thinking, c'est innover autrement. Premièrement, en expliquant quelques définitions. Ensuite, on va un peu regarder l'évolution de cette notion au cours du temps, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Troisièmement, on va comprendre la vision de Rolf Fast, qui était professeur dans des universités très connues, qui lui, en fait, nous explique la méthode en 7 étapes. Quatrièmement, c'est Jeremy Gutsch, qui est un expert en management, qui va, en fait, nous expliquer sa vision du design thinking. Ensuite, c'est la D-School qui va nous apporter sa vision. La D-School, c'est l'école du design thinking. Et puis enfin, c'est Tim Brown, qui est une figure emblématique de ce mouvement. On va comprendre quelle est sa vision et sa philosophie de cette méthode. À la fin de la conférence, on va faire un focus sur les points essentiels à retenir sur le design thinking. J'espère que ça vous va. C'est parti. Alors, le design thinking, c'est innover autrement. Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est en fait une méthodologie de l'innovation qui est centrée sur l'humain. Ça veut dire quoi une méthodologie de l'innovation? C'est tout simplement une méthode de gestion des projets innovants. Quand on dit qu'elle est centrée sur l'humain, on veut dire qu'elle est centrée sur l'utilisateur. C'est-à-dire que grâce au retour de l'utilisateur, on va pouvoir améliorer notre projet. Mais pour bien comprendre ce que c'est que cette notion, il faut comprendre quelques définitions des notions que vous connaissez certainement déjà. L'innovation, la pensée analytique, la pensée intuitive, le design et le management. Ce sont des notions qui nous permettent de comprendre le design thinking. Premièrement, l'innovation, vous savez tout ce que c'est donc l'idée d'implémenter une nouveauté ou plusieurs au sein d'un marché dans un domaine quelconque. Si on regarde le dictionnaire, on voit que l'innovation, c'est synonyme de changement, d'invention, de découverte, de nouveauté et de création, ainsi que de transformation. Il existe plusieurs types d'innovation, peut-être que vous en connaissez. En général, aujourd'hui, on est plus sur de l'innovation incrémentale. C'est l'idée, en fait, d'ajouter des nouveautés à un produit ou un service qui existe déjà sur un marché. Donc, par exemple, si on prend l'iPhone, on voit bien qu'à travers les années, il y a plusieurs versions qui sortent tous les ans avec des innovations incrémentales. Par exemple, la fonctionnalité Face ID avec la reconnaissance faciale, c'est vraiment emblématique de ce type d'innovation. Donc, on est un peu loin de l'innovation de rupture. Quand on pense innovation, on pense souvent à ce type d'innovation-là. C'est l'innovation, l'invention par définition. Ça n'existait pas avant et on l'invente. Donc, on peut prendre l'exemple, par exemple, de l'invention du cinématographe par les frères Lumière. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. Je pense même que ça soit plus possible. En tous les cas, quand on parle de projet innovant, on parle de ça. On comprend aussi que, en fait, le design thinking, c'est un peu le mélange entre la pensée analytique, qui est d'un côté la pensée délibérée, logique, et la pensée intuitive. Comme son nom l'indique, c'est plutôt l'inverse. C'est ce qu'on acquiert immédiatement sans passer par un procédé expérimental ou déductif. Le design thinking, comme vous l'aurez compris, on parle bien sûr de design, mais qu'est-ce que c'est que le design? Je ne sais pas si dans vos métiers, vous avez l'occasion de côtoyer des designers. L'idée du design, c'est de concevoir des objets ou des supports en alliant l'esthétique aux critères utilitaires. Entre parenthèses, j'ai oublié de me présenter dans l'introduction. Moi, je m'appelle Dominique Hernandez, j'ai 20 ans et je suis directeur artistique. Donc, on peut dire que je suis designer graphiste. Et donc, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de... le design, c'est vraiment mon métier. J'enseigne également le design thinking à l'école multimédia à Paris. Voilà la petite parenthèse.
Et donc, le design thinking, c'est donc une méthode de gestion de projet. Donc, forcément, ça fait appel à toutes les méthodes de management. Le management, c'est donc l'ensemble des méthodes qui sont créées pour transformer les ressources d'une organisation en produits et en services. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que traditionnellement, en gestion de projet, on anticipe un petit peu toutes les phases du projet, c'est-à-dire qu'on estime quelles seront les ressources qu'on va avoir besoin, les personnes, les compétences et toutes les phases du projet. Donc, on laisse beaucoup moins de place au risque et à l'échec, alors que, comme on l'a dit, en fait, le design thinking, c'est une méthode, en fait, on doit être vraiment agile. Et l'idée, c'est de co-construire une solution avec notre utilisateur, notre client. Ça veut dire qu'à l'inverse des méthodes traditionnelles, on a des phases qui vont être du test and learn. Et on va le voir juste après. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voulais simplement vous dire que Tim Brown, qui est l'une des figures emblématiques, comme je le disais, du design thinking, il nous dit « Don't think of it as failure, think of it as designing experiments through which you're going to learn ». En fait, pour lui, ça veut dire que le design thinking, c'est vraiment un état d'esprit. Il ne faut pas penser ça comme un échec, plutôt comme le fait de créer des expériences par lesquelles on va apprendre. Et c'est ce que je vous disais, en fait, c'est l'idée de co-créer avec son client. D'ailleurs, pour Tim Brown, l'apprentissage par l'erreur est vraiment au cœur de cette méthode de projet. Et pour lui, l'échec, c'est un outil puissant pour apprendre. Donc, dans la société française aujourd'hui, faire des erreurs, être dans l'échec, c'est plutôt quelque chose de négatif, alors que dans la société, par exemple, américaine, c'est plutôt quelque chose qu'on va cultiver. Et on va voir que le design thinking nous invite à avoir cette gymnastique d'esprit. Si on regarde historiquement, depuis les années 50, on peut voir qu'il y avait déjà des prémices de ce concept dès ces années-là, puisque nous avons Alex Osborne, qui était un publicitaire américain, qui a inventé en 1950 le brainstorming. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le brainstorming? J'imagine qu'il y en a qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, le brainstorming, c'est tout simplement une méthode pour générer des nouvelles idées. Il avait plein de méthodes différentes de brainstorming. Et donc, lui, en fait, il va permettre justement de commencer à centrer les méthodes de projet sur l'humain et la génération de nouvelles idées. Ensuite, dans les années 60, il y a l'université de Stanford qui crée pour la première fois un programme interdépartemental sur le product design. Et cette formation, elle se veut aussi centrée sur l'humain et la dimension justement de co-création. Mais c'est vraiment dans les années 90 que le design thinking naît, puisque en 1987, on a Peter Rowe, qui est un auteur, qui publie son livre qu'il intitule Design Thinking, et où il explique comment ce concept, comment il fonctionne, et il le publie aux presses du MIT aux États-Unis. Alors, à partir de ces années-là, dans les années 2000, on voit de nombreux événements universitaires, comme des colloques, des conférences qui se propagent, qui commencent à se développer. Mais dans le monde du business, ce n'est pas encore assez bien connu. C'est vraiment en 1999, grâce à un challenge lancé par la ABC News aux États-Unis. Le challenge, c'était en fait de créer une innovation en quelques jours, que le design thinking commence à être connu du monde du business, grâce notamment à l'agence IDEO. L'agence IDEO, dont un des fondateurs est Tim Brown, dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, l'agence IDEO utilise le design thinking pour créer un nouveau caddie de supermarché en 5 jours. Et ça a rencontré un énorme succès. Et donc, c'est à partir de là que dans les sociétés, on commence à s'intéresser au design thinking. En 2012, on a 3 écoles dans le monde qui sont créées. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. En tout cas, on en a une à Pékin, à Tokyo et une en France, à Paris. On a la chance d'avoir la D-School à Paris. Et à partir depuis quelques années, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu dans le monde des affaires. En 2020,
je pense que pour moi, le design thinking, c'est un incontournable. Et donc, c'est bien que vous soyez à cette conférence pour en savoir plus. Donc, on en a fini un petit peu de l'aspect théorique, même si je voulais quand même vous faire un focus sur 4 figures emblématiques avant de passer à la méthode. Il y a donc 4 personnes qu'il faut absolument connaître. Vous en connaissez déjà une d'ailleurs. Donc, la première, c'est Hébert Simon, donc en 1969. Attendez, je retrouve mes notes. Excusez-moi. Donc, en fait, Hébert Simon, c'est un économiste qui est le premier à associer le design à une nouvelle façon de penser. Il pose les bases en fait de la résolution de problèmes par la conciliation de l'ingénierie et de la créativité. Et souvent, quand on veut comprendre simplement ce que c'est que le design thinking, c'est vraiment une méthode de projet qui mélange la vision d'un designer, d'un créatif, à un ingénieur. Donc ça fait un peu écho aussi à la vision d'Hébert Simon. Les 2 autres personnes que vous voyez au milieu de l'écran, ce sont Tim Brown, que vous connaissez, et David Kelly. Tim Brown était designer et David Kelly est ingénieur. Ce sont les 2 personnes qui ont fondé l'agence de design IDEO qui a participé au challenge de la ABC News dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, en 2007, vous avez Hasso Plattner, qui est le cofondateur de la société informatique SAP. Peut-être que vous connaissez cette société, en tout cas, elle est très, très connue. Et lui, en 2007, il a créé le Hasso Plattner Institute School of Design Thinking. Donc, c'est un institut de formation qui est spécialisé sur le design thinking. Et 1 an après, il lance un programme dédié en partenariat avec Stanford. Donc, voilà un petit peu pour les figures emblématiques. Alors, pour comprendre la méthode, on va commencer par l'approche de Rolf Fast, qui est le pionnier de l'approche sur l'human-centered design, donc l'approche du design centrée sur l'humain. Lui, c'était un professeur à l'université de Syracuse en design d'industrie et aussi à Stanford en ingénierie mécanique et en design. Et pour lui, le design thinking a 7 étapes. Donc, vous les voyez affichées au tableau. Tout va bien. Donc, en fait, Rolf Fast, il commence par dire que pour faire la méthode du design thinking, il faut commencer par la phase de définition. Donc, cette phase, l'idée, c'est d'identifier finalement le problème que l'on souhaite traiter dans le projet. On le définit. Ensuite, on passe dans une phase de recherche. À cette phase-là, en fait, on regroupe un groupe projet avec des experts, des collaborateurs qui auront les compétences que l'on recherche. Et on commence à poser une problématique de recherche. Ensuite, on passe en brainstorming. Donc, vous savez déjà ce que c'est. Et là, l'idée, c'est de trouver plein de solutions pour résoudre notre problématique. Au niveau de la phase de brainstorming, on peut choisir plusieurs idées qu'on va ensuite prototyper. Donc, c'est la phase d'après. Le prototypage, donc, c'est l'idée de soit schématiser, soit créer carrément des maquettes de notre produit ou service. Ensuite, on va passer en phase de sélection. On va sélectionner le meilleur prototype, la meilleure idée, qu'on va ensuite implémenter. Alors, pendant la phase d'implémentation, on va pouvoir déterminer des ressources plus précises, donc des ressources financières qui vont permettre à généraliser l'idée. On va aussi commencer à définir des rôles précis, qui va faire quoi, un plan d'action, etc. Et la dernière phase, qui est très importante, c'est la phase d'apprentissage. On va apprendre avec le client ou les utilisateurs comment améliorer en continu notre solution. Donc, l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose de continu, qu'il faut voir dans la continuité du temps. Donc ça, c'est l'approche de Rolf Fast. On a aussi Jeremy Gutsch. Alors lui, vous pouvez retrouver beaucoup de vidéos YouTube sur ce qu'il fait. Il a beaucoup de succès dans l'univers de l'innovation managériale et il ramène la méthode à 5 étapes. La première, c'est donc toujours la définition. Il faut définir le problème. La deuxième, c'est imaginer. Donc ça fait référence au brainstorming. La troisième, on synthétise, on choisit la meilleure idée. Et enfin, on prototype et on teste. Donc, les 2 dernières phases sont toujours en boucle d'amélioration continue. Ça veut dire qu'on ne va pas se contenter d'un seul test et d'un seul prototype. On va vraiment
créer la solution avec le client. Ça veut dire que lorsque l'on teste, si le client nous remonte qu'il y a une anomalie au niveau du design, on va repartir en prototype, on va améliorer en fonction de la réaction du client à chaque fois, jusqu'à ce que le client soit satisfait ou qu'il dise c'est bon, la version qu'on a, on peut la lancer au grand public. Alors, ensuite, on va parler de la vision de l'École supérieure de design thinking, la D-School, dont je vous parlais. Vous avez la photo de l'école qui se trouve à Paris. J'aime beaucoup la version de la D-School, en tout cas la première version qu'ils avaient proposée, puisqu'elle ajoute la notion d'empathie. Si vous allez sur le site de la D-School aujourd'hui, vous allez retrouver une autre version de celle que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une version où il y a beaucoup plus d'étapes, il y en a 9. Je vous invite à aller voir, c'est super intéressant, mais c'est toujours le même principe. Le principe, c'est toujours de commencer par une phase d'empathie. L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place des autres. Donc là, on se met à la place de nos utilisateurs. Je vais vous expliquer après comment on peut le faire concrètement. Ensuite, pareil, on définit le problème. On passe en phase d'idéation, c'est ce qu'on appelle le brainstorming dans les autres visions. Et ensuite, toujours les 2 dernières phases en boucle d'amélioration continue, le prototype et le test. Donc, vous voyez, c'est une méthode qui est assez simple, qui fait penser aussi aux méthodes de projet en cascade, puisqu'on a des étapes qui se suivent comme ça. Mais c'est aussi une méthode agile, puisqu'on revient sur plusieurs phases de façon agile et en fonction des réactions de l'utilisateur. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait si on doit travailler sur la phase d'empathie avec le client? La meilleure façon de le faire, selon moi, c'est de devenir client de son client, ça veut dire l'utilisateur. On va refaire le parcours de l'utilisateur. Donc, si votre client, c'est l'aéroport de Paris, vous allez être client de l'aéroport de Paris, vous allez tester ses services, etc., dans l'objectif de repérer des problématiques. Si vous n'avez pas les moyens de faire ça, vous pouvez utiliser une carte d'empathie, peut-être que vous connaissez déjà. C'est grâce à peut-être des études de marketing qu'aura mis à votre disposition le client, vous pourrez en fait créer cette carte en vous posant les questions de savoir ce que ressent l'utilisateur, ce qu'il voit dans son environnement, pas seulement son environnement en contact avec le service du client, mais aussi dans son environnement intime et personnel, savoir ce qu'il espère, ses désirs, ses objectifs, s'il a des obstacles, ses peurs, ses freins, etc. Et l'idée, c'est de créer cette carte d'empathie pour pouvoir l'utiliser ensuite, repérer des problématiques d'utilisateurs. On parle aussi aujourd'hui de persona, peut-être que vous connaissez cette notion, notamment quand on est designer, on crée aussi beaucoup de personas avant de créer des solutions pour les clients. Et l'idée, c'est toujours pareil, c'est de représenter en une carte comme ça, en un persona, le segment le plus vaste de nos utilisateurs. C'est leurs références, quelles applis ils utilisent, comment ils vivent en fait, pour repérer comment, sur chaque point de contact, finalement, s'ils ont des problématiques avec notre service ou pas. Donc ça, c'est ce que vous pouvez utiliser. Une fois que vous avez trouvé des problématiques, vous pouvez en fait définir un problème précis sur lequel vous voulez trouver des solutions. Parce que peut-être que vous allez trouver plein de problèmes, c'est possible. Par exemple, si vous vous mettez dans ma peau en tant que directeur artistique, vous pourrez voir que j'ai un problème à m'organiser dans ma recherche d'inspiration. Alors, le problème que vous pouvez poser, c'est comment aider les créatifs comme moi à s'organiser dans leur recherche d'inspiration. Avec ce problème, vous allez pouvoir organiser une session de brainstorming. La session de brainstorming, il y a vraiment beaucoup de méthodes, beaucoup de types de méthodes. Je vous en ai mis une là qui s'appelle le Crazy 8 parce qu'elle est rapide. L'idée, c'est tout simple, peut-être que vous connaissez déjà, c'est de plier une feuille de sorte à avoir 8 rectangles de même taille. Sur chaque rectangle, on doit imaginer une idée, soit l'écrire, soit la dessiner. On a 40 secondes pour générer chaque idée. Donc à la fin, on finit en quelques minutes avec 8 idées, ce qui est déjà énorme. Et je voulais vous dire aussi que pour réussir un bon brainstorming, il faut vraiment avoir cette idée de temps. Parce
que souvent, on fait des sessions de brainstorming qui durent longtemps. Et je trouve que c'est inutile parce que souvent, en fait, ça amène à rien. Notamment parce qu'on ne passe pas aux phases suivantes. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de mettre un chronomètre. Vous pouvez, à cette étape, faire intervenir divers profils différents, hein, parce qu'on a tous un cerveau qui génère plein d'idées. Surtout, il ne faut pas censurer les personnes et ne pas porter de jugement. Petite question, Dominique, est-ce qu'on aura accès à votre présentation par la suite? Parce que j'ai essayé de prendre des notes, mais les slides vont assez vite. Alors, est-ce qu'on aura accès à votre présentation ou... Oui, je vais la mettre dans notre conversation sur Skype. D'accord. Ok, merci. Si les sources, comme ça, vous pourrez aussi aller faire des recherches si vous êtes curieux. Une fois que vous avez trouvé plein d'idées, que vous avez choisi des idées, vous pouvez créer des prototypes. Alors, les prototypes, c'est vraiment comme c'est vraiment vos préférences, en fait. Vous pouvez faire des croquis, des schémas. Si vous voulez créer une solution digitale, on utilise souvent des wireframes. Donc, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran. C'est l'idée, en fait, de dessiner par des schémas. C'est plutôt conventionnel, hein. Si vous cherchez sur Internet, généralement, par exemple, une image, c'est un rectangle avec des barres comme ça croisées. Et l'idée, c'est de représenter les zones de votre interface. Vous pouvez faire appel à un UX designer si vous voulez vraiment, à cette étape-là, déjà avoir des maquettes vraiment super bien designées. Quand je dis designer, c'est par rapport à l'expérience utilisateur. Après, vous pouvez le faire aussi vous-même, parce que de toute manière, c'est pas très grave puisque vous allez tester cette solution. Pour tester cette solution, vous avez plusieurs façons de faire. Lorsque vous voulez créer un prototype, vous avez des logiciels, enfin, surtout pour les interfaces digitales, hein. Vous avez, parce que je ne connais pas trop les autres types de logiciels, en tout cas, vous avez des logiciels gratuits et payants. Donc, moi, j'utilise en logiciel gratuit Marvel App. Peut-être que vous connaissez. Ce qui est pas mal sur Marvel App, c'est que la version gratuite vous permet de créer des maquettes assez facilement sur tous les devices. C'est responsive. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise. Et pour les outils plutôt payants, bah, il y en a plein, hein. Vous pouvez utiliser les outils de la suite Adobe pour faire des maquettes sur Photoshop ou autre. InVision, Experience Design, vous en avez vraiment plein. Des outils aussi Microsoft, c'est comme vous le souhaitez. Des outils aussi Google. Google fait pas mal de choses. C'est assez SketchUp, etc. C'est pas mal. Les tests, vous pouvez faire quelque chose d'informel, organiser une session de test ou quelque chose avec un protocole. C'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez aussi mettre un focus sur un élément en particulier, peut-être par exemple l'ergonomie. Et là, vous faites tester à l'aide d'un questionnaire. L'idée, c'est que vous ayez des retours assez spontanés quand même. Donc voilà pour les étapes. Je voulais quand même vous parler de la vision de Tim Brown. C'est quand même la figure emblématique du design thinking. Il a écrit un livre en 2014 qui s'appelle L'Esprit Design, comment le design thinking change l'entreprise et la stratégie, aux éditions Pearson. Et là, en fait, il réduit la méthode en 3 grandes étapes: inspiration, idéation et implémentation. Et en fait, ces 3 grandes étapes, je les utilise beaucoup, moi, en tant que designer, quand j'ai des projets purement créatifs. Quoi? Parce que, en fait, c'est vraiment la trame que j'utilise. J'ai toujours ma phase d'inspiration qui m'amène aux idées créatives et ensuite j'implémente la solution du client. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est que souvent dans la phase de prototypage, on peut faire intervenir le client. Et souvent, on le fait intervenir dès cette phase. Dans cette vision-là de Tim Brown, en tout cas en tant que créatif, moi je le fais intervenir dès la phase d'inspiration, dès la première phase, et je le concrétise par des mood boards. Peut-être que vous savez ce que c'est des planches d'inspiration. Ça me permet en fait de valider les inspirations globales du projet pour ensuite partir sur ma créa. Si je valide pas déjà la phase d'inspiration, je peux partir sur quelque chose de complètement différent aux attentes du client.
Et c'est marrant parce que c'est vraiment comme ça que j'organise ma gestion de projet créatif. Et Tim Brown est aussi un designer. Voilà ce que je voulais vous dire. Très important aussi, il arrive que lorsque vous avez des projets, vous n'allez pas forcément intervenir sur toutes les phases. Vous pouvez intervenir que sur la phase d'empathie. Donc, c'est la phase où vous allez repérer les problématiques de vos utilisateurs ou des utilisateurs de vos clients. Peut-être que vous allez intervenir que sur la phase de test. En fait, ça dépend de votre positionnement et de ce que vous voulez faire avec votre client. Il arrive aussi que vous pouvez faire appel à des sous-traitants ou des partenaires parce que vous n'avez pas l'expertise sur certaines phases ou vous avez besoin d'une certaine qualité. C'est aussi possible. Et aussi, si vous avez la chance, vous pouvez vous-même faire toutes les phases du design thinking. Au niveau de la temporalité, c'est quelque chose qui est assez relatif. Il y a des sociétés comme IDEO, donc de Tim Brown, qui font toutes les étapes du design thinking hyper rapidement, en sprint. Et puis, il y a franchement, aujourd'hui, avec des clients comme les sociétés du CAC 40, ça s'étale plutôt sur plusieurs mois. J'ai eu une récente mission qui a duré 10 mois, où heureusement que j'ai utilisé le design thinking, mon Dieu, en gestion de projet, parce que c'était vraiment un projet à mener en méthode agile. Mon brief de départ, c'était comment utiliser le community management dans les formations internes de ce client. Voilà mon brief de départ. Donc, vraiment, la première phase d'empathie m'a permis de repérer énormément de problématiques, de créer carrément une pyramide des besoins à travers toutes ces problématiques, puisqu'il y en avait qui étaient récurrentes. Et ensuite, de partir sur la création d'un concept qui répondait à chaque besoin de cette pyramide. Ce client-là, donc il avait plutôt un gros budget, parce que ça s'est étalé sur 10 mois, m'a aussi donné comme responsabilité de gérer un groupe projet interne donc de chez mon client, avec justement des profils qui correspondaient au projet, des formateurs, des experts, des experts en tout genre qui allaient m'aider dans le projet. Donc, ce qui est intéressant dans ce type de projet, c'est que déjà, c'est un projet sur le long terme. Et avec le design thinking, en fait, vous pouvez ajouter des prestations à chaque étape. Et la prestation, par exemple, que je vois qui a été intéressante et que j'ai proposée à mon client, c'était tout simplement de former les équipes au design thinking. C'est un truc tout bête, mais du coup, comme ça a bien fonctionné et qu'on a eu des bons résultats au fur et à mesure des tests, les premiers tests n'étaient pas concluants. Très important. Les premiers tests n'étaient pas concluants, mais gardez toujours la logique du test and learn. En fait, les premiers tests vont vous faire apparaître des choses que vous n'avez pas anticipées, mais du coup, vous allez améliorer votre solution. Et en fait, la solution, à la fin, elle sera vraiment adaptée. Au final, ce projet, il a été vraiment... Enfin, en tout cas, le client, ils m'ont dit à la fin, c'est super, c'était super bien mené, organisé dans le temps, on savait où on allait, et c'était agréable de travailler comme ça. Et pourtant, c'est pas un client avec des problématiques faciles. Donc moi, c'est vrai que le design thinking, ça a été une révélation. Je ne pensais pas que ce serait aussi efficace, mais c'est plutôt logique et intuitif en fait. Donc, si vous devez retenir certains points sur le design thinking, ça sert à quoi? Pour moi, ça sert à découvrir de nouvelles opportunités. Surtout si vous réalisez bien cette phase d'empathie, souvent, lorsque vous allez chez un client, c'est lui qui va vous donner en fait les problématiques qu'il rencontre. Ça, c'est super. J'avais comme ça une cliente qui avait une bijouterie et qui voulait développer ses ventes en ligne et et en fait, lors du premier rendez-vous, m'a livré comme ça toutes les problématiques de son business et surtout les problématiques de ses clients. Donc ça, c'est aussi des mines d'or. Et quand vous allez revenir avec un cahier de charges, une proposition, en fait, vous allez pouvoir déceler plein d'opportunités. Après, au niveau de la facturation, vous pouvez le segmenter en plusieurs prestations, ce qui est aussi pas mal.
Ça peut aussi vous permettre de fidéliser vos clients, très important. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, moi, la difficulté que j'ai, c'est d'avoir des clients réguliers. Mais si vous créez en fait une solution avec le design thinking, comme vous êtes en boucle d'amélioration continue, vous pouvez proposer en fait un service d'amélioration de la solution. Vous pouvez proposer une temporalité qui varie. Hein. Tous les 6 mois, on peut refaire un check-up et ensuite améliorer la solution ou même la maintenir dans le temps. Les informaticiens appellent ça de la maintenance, mais nous, on parle plus en service d'amélioration continue. Et donc, c'est quelque chose qui peut vous permettre de fidéliser vos clients dans le temps. C'est quelque chose que mes clients m'ont proposé d'ailleurs. J'étais assez surprise. Surtout si vous allez sur des projets innovants ou des solutions un peu innovantes, on va vous proposer comme ça souvent de dire est-ce qu'on pourra améliorer la solution? Et là, vous pouvez dire bah oui, j'utilise justement le design thinking, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié. Ensuite, comme on l'a vu, le design thinking, ça permet de tester des hypothèses. Et ça, c'est vraiment aussi important à garder à l'esprit. Comme je vous le disais, ma dernière mission, qui était une grosse mission, elle a été un succès et pourtant, on a eu des hypothèses qu'on a testées qui n'ont pas été du tout concluantes. Donc en fait, ça dédramatise aussi la façon d'aborder des projets parce qu'on n'apporte pas une solution miracle tout de suite au client. On lui explique qu'avec lui, on va arriver à une solution finale adaptée et qu'on n'a pas tout de suite la réponse à son problème, mais on va le co-construire. Et ça, dans la proposition de valeur et de service, ça change tout. À la fois pour nous, parce qu'on a moins de pression, on est moins en train de se dire il faut qu'on soit parfait. Et en plus, on apporte une expérience au client, une expérience d'apprentissage. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais la formation, en tout cas l'accompagnement du client, c'est aussi une prestation que vous pouvez vendre en plus. Alors, bien sûr, le design, ça sert à résoudre plusieurs problèmes. Vous savez bien que, en fait, lorsque vous êtes entrepreneur et que vous voulez trouver une bonne idée, par exemple, vous ne savez pas encore, vous avez un projet de lancer, par exemple, une application, mais vous ne trouvez pas d'idée. La meilleure façon de trouver une idée, c'est de trouver un problème, tout simplement. Et donc, je vous invite à observer maintenant dans votre quotidien, si vous rencontrez des problèmes, bah, notez-les, parce que ça vous permettra ensuite de pouvoir trouver peut-être des solutions. Si vous avez un gros problème, vous pouvez trouver une énorme solution. Et si en plus ce problème-là, il est partagé à plusieurs personnes, vous allez non seulement répondre à votre problème, mais vous pouvez répondre aux problèmes des autres. Et ça, c'est quand même super. D'ailleurs, le design thinking, certes, on peut l'utiliser dans le business, mais on peut aussi l'utiliser dans sa vie personnelle. Alors, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Et c'est quand même assez intéressant. Tim Brown, qui nous explique que c'est un état d'esprit, en fait, si vous l'appliquez sur vous, dans votre vie, vous comprenez que c'est vraiment un état d'esprit. L'apprentissage par l'échec, c'est super puissant. Par exemple, si vous êtes parent, imaginez que votre enfant il est en échec scolaire dans une matière, par exemple les maths. Souvent, c'est un peu pénible, on se dit oh là là, moi j'étais bon en maths, je ne comprends pas pourquoi il n'y arrive pas, je lui ai payé des profs, ça ne fonctionne pas, c'est compliqué. Bah là, aujourd'hui, vous pouvez vous dire bah, tiens, je vais essayer d'utiliser le design thinking pour répondre à ce problème. Et vous pouvez même le faire avec votre enfant. Donc, vous commencez par la phase d'empathie où vous allez essayer de comprendre son problème, se mettre à sa place. Surtout si vous étiez bon en maths, ça va être un exercice qui va être intéressant. Vous allez créer avec lui la carte d'empathie qu'on a vue précédemment. Et vous allez pouvoir relever plusieurs problématiques. Alors, l'idée, c'est de ne pas vouloir répondre tout de suite à toutes les problématiques, mais de se concentrer sur la problématique la plus importante. Par exemple, vous pouvez voir qu'il a des problèmes à retenir les formules mathématiques. Et là, vous allez pouvoir lui proposer de faire une séance de brainstorming ensemble. Alors, il y a une méthode qui est assez sympa qui s'appelle à la manière de. L'idée, c'est en fait de se mettre de générer des idées à la manière de quelqu'un.
Donc là, vous pourrez dire à votre enfant, imagine que tu sois professeur, quelle idée tu pourrais proposer pour un élève qui aurait le même problème que toi, par exemple. En fait, là, l'idée, c'est de se distancier, de prendre du recul sur son problème. Et là, en fait, on fait appel à la créativité, on émet plein d'idées sans censure, et puis on propose un mini plan d'action à son enfant en disant, écoute, là, on a plein d'idées, je te propose que chaque semaine, tu en testes une, et après, on fait un bilan ensemble et on voit celle que tu as plutôt bien aimée, celle que tu n'as pas aimée. Et en fait, comme ça, on peut donner envie de résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer en famille. En plus, on peut aussi encourager l'autonomie de notre enfant, puisqu'au départ, on peut l'accompagner, ensuite, on peut le laisser trouver lui-même ses solutions et les implémenter dans sa vie. Je trouve que c'est une bonne façon de réagir face à ce type de problème. Voilà cette petite parenthèse. À quoi ça sert aussi le design thinking? Ça sert à encourager la co-création. Et oui, on l'a vu, on co-crée avec le client, en tout cas avec les retours des utilisateurs de notre client. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on fait déjà de manière intuitive. Là, le fait de le formaliser, c'est aussi rassurant aussi pour le client. C'est aussi une promesse commerciale. Et ça permet aussi d'impliquer le client dans la création de son projet. C'est toujours appréciable. Le design thinking, ça permet de remettre l'humain au centre de la démarche. Très important. Avant, les entreprises dépensaient des millions d'argent pour créer de nouvelles idées, des idées innovantes qui étaient extraordinaires, sauf qu'elles ne répondaient pas à un problème. Les gens, en fait, n'achetaient pas parce que ça ne répondait pas à un problème. Enfin, c'est pas utile. Donc là, le design thinking, vous êtes sûr que vous répondez à un problème. Et donc, vous êtes sûr qu'il y a vraiment un segment de personnes qui sera super content de votre solution. Et en plus, vous pouvez aussi co-créer avec les utilisateurs. C'est d'ailleurs hyper tendance en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est même devenu quelque chose de marketing. On invite beaucoup les utilisateurs à devenir des bêta-testeurs de notre solution. Ça devient même des ambassadeurs de nos produits, de nos services. Et c'est toujours très intéressant. D'ailleurs, en marketing, on dit souvent que les retours négatifs de nos clients sont les plus intéressants. Maintenant, vous comprenez pourquoi, parce que c'est à travers, finalement, un problème qu'on arrive à améliorer notre propre produit et nos propres services, en fait. Et je conclurai en disant que le design thinking, ça sert à booster l'innovation et la créativité. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est peu créatif, vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup de créativité, vous pouvez vous exercer avec cette méthode, très simplement, et je vous encourage à le faire. Voilà pour cette présentation. J'espère que j'ai réussi, en tout cas, à vous expliquer simplement cette méthode. Si vous l'avez déjà utilisée, je vous invite si vous voulez, à partager votre témoignage. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour votre écoute. Pour plus de détails, abonnez-vous, c'est gratuit.